Bonjour à tous et merci de participer à ce sixième webinaire de Fredon Grand Est, comment accueillir la biodiversité dans sa commune. Ce webinaire est préenregistré. Vous pouvez poser vos questions dans l'espace chat qui se trouve à votre droite. Je répondrai en direct à vos questions, interrogations. La Fredon Grand Est est une organisation et un réseau d'experts uniques en région des actions en santé du végétal, en santé publique et en protection de l'environnement. Nous possédons plusieurs sites en région. Notre siège social, le site de Reims, également le site de Saint-Franche, qui est aussi en Champagne-Ardenne. En Lorraine, nous sommes basés au site de Mazéry. Et enfin, en Alsace, nous sommes basés à Célestin. La Fredon se découpe en deux pôles principaux, le pôle environnement, qui réalise des études de l'animation, du conseil, de la sensibilisation et de la communication en diverses thématiques telles que l'éco-pâturage, la biodiversité, le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes. Et le pôle santé du végétal, qui réalise des actions telles que la surveillance biologique du territoire, le passeport phytosanitaire européen, les fermes défis et le BSP. Nos partenaires sont notamment la région Grand Est, mais aussi l'agence de Loramus qui permettent de réaliser des webinaires tels que celui-ci. Donc, dans le sommaire d'aujourd'hui, on va voir tout d'abord pourquoi accueillir la biodiversité dans sa commune. Puis nous verrons comment aménager sa commune afin d'y parvenir. Et enfin, nous verrons quelques contre-exemples et points de vigilance à garder en tête. Alors, la biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. C'est en fait simplement l'interaction, c'est l'ensemble des plantes, animaux, champignons, bactéries, virus qui constituent nos écosystèmes, les interactions qu'ils représentent avec leur milieu et entre eux. Cette mission, elle est apparue en 1985 à la suite d'un colloque, et elle a été mise en lumière en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio. La biodiversité est importante car elle rend ce qu'on appelle des services écosystémiques. Pour vous donner quelques exemples concrets, la pollinisation représente de manière chiffrée 2 à 5 milliards d'euros par an en France. La pollinisation, ça va concerner tout simplement tout ce qu'on produit, tout ce qu'on mange en végétal. Ça représente du coup aussi 35% de ce que nous mangeons. La biodiversité représente aussi 60% de nos médicaments. Par exemple, l'acide salicylique que vous trouvez dans l'aspirine est basé sur une molécule qu'on trouve dans le sol, tout simplement, qui depuis a été synthétisée en laboratoire. Mais aujourd'hui, on trouve encore des produits issus du monde vivant dans les médicaments. Ensuite, la biodiversité a également une fonction de support avec la rétention de l'azote, la rétention de certains polluants. La rétention de l'azote par les rivières, par exemple, dépasse 2 milliards d'euros annuels. La biodiversité rend aussi un service culturel, donc avec tout ce qui est activité touristique, avec les activités de pleine nature, de loisirs, qu'on estime à une valeur annuelle de 1,3 milliard d'euros pour les systèmes coralliens. La biodiversité aujourd'hui est menacée, comme on le sait tous. C'est le résultat de 5 facteurs d'érosion principaux. Le fractionnement et la dégradation des habitats, la pollution, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes et le changement climatique et la surexploitation des espèces. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout le fractionnement et la dégradation des habitats, car c'est celui sur lequel vous pouvez le plus concrètement agir. Pour vous donner un petit exemple, la côte d'Éden, un site géré par le CEN en Lorraine, est à 4 km de la ZNEF la plus proche. La ZNEF, c'est une zone à intérêt faunistique élevé. Cela signifie que les espèces situées dans la côte d'Éden doivent parcourir 4 km pour réussir à rejoindre une autre zone à intérêt faunistique élevé, ce qui peut représenter pas mal de problèmes au niveau de leur reproduction, au niveau du brassage génétique. De plus, entre ces deux zones, on retrouve beaucoup de champs, de villages, de routes qui représentent des obstacles à cette biodiversité. L'unité urbaine peut être à la fois un danger, mais aussi un abri pour la biodiversité. L'urbanisation peut représenter d'un côté une baisse de la biodiversité, de par ses perturbations, comme on a vu dans l'exemple juste avant,
par la création d'espaces trop petits, insuffisants pour que la biodiversité s'installe correctement et puisse s'épanouir, la prédation par des animaux domestiques, notamment les chats, et des collisions avec les véhicules qui représentent énormément des problématiques, surtout au niveau des micro-mammifères. D'un autre côté, qui dit milieu urbain ne dit pas forcément danger ou milieu défavorable à la biodiversité, car grâce aux aménagements qu'on pourra voir par la suite, on peut réaliser une grande diversité d'habitats et ainsi favoriser une grande présence d'espèces nombreuses, plutôt généralistes, mais aussi avec quelques espèces qu'on appelle spécialisées. Les espèces généralistes, ce sont des espèces qui vont s'adapter facilement à un milieu, qu'on retrouvera globalement un petit peu partout. Les espèces spécialisées, ce sont des espèces qui vont nécessiter un milieu, un habitat particulier. Par exemple, certains oiseaux et mammifères, comme les chauves-souris, sont capables de coloniser des immeubles si on leur laisse la place. Alors, pour le contexte réglementaire, cette diapo elle a surtout pour démontrer qu'il existe de la réglementation pour protéger la biodiversité à plusieurs niveaux. Il existe des lois relatives à la protection de la nature, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le Code de l'environnement regroupe énormément d'informations et de législation par rapport à la protection de la biodiversité et des paysages. Les sites Natura 2000, les parcs naturels régionaux et les réserves biologiques favorisent également la protection des espèces et des habitats. Enfin, il existe des statuts de protection des espèces et des directives européennes permettant de protéger de manière très ciblée des espèces en particulier qui sont menacées. Au niveau de l'urbanisme, on va retrouver les plans locaux d'urbanisme et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui permettent d'intégrer dans les aménagements des mesures pouvant protéger la biodiversité et certains habitats. Alors, il existe plusieurs outils d'aménagement du territoire, notamment le schéma régional d'aménagement du développement durable et d'égalité du territoire, le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme dont on a parlé juste avant. Ces outils peuvent être adaptés afin d'intégrer des espaces plus favorables à la biodiversité. Sur ces espaces plus favorables à la biodiversité, ce qu'on peut faire concrètement, c'est créer une zone verte et bleue. Donc c'est l'exemple qui est dans le schéma juste à côté. C'est simplement pouvoir relier des espaces à fort intérêt faunistique et floristique entre eux, créer en quelque sorte des couloirs pour leur permettre de circuler et éviter la situation qu'on a vue dans l'exemple précédent. Ces outils d'aménagement peuvent être influencés par des outils de gestion, notamment par des plans de gestion du foncier et des plans de gouvernance. Comment aménager ces communes pour accueillir au mieux la biodiversité? Tout d'abord, il faut se poser quelques questions lorsqu'on construit un aménagement, des grands principes qu'il faut toujours avoir en tête. Il faut se poser la question de la durabilité de l'aménagement. Il faut créer quelque chose qui est durable dans le temps, qui n'a pas besoin d'être retravaillé, de nécessiter des travaux d'entretien très lourds, de façon trop récurrente. Il faut adapter les aménagements à leur fonction, donc vraiment réfléchir à quelle est la fonction d'un aménagement, on va revenir juste après. Il faut réfléchir à comment intégrer la biodiversité dans cet aménagement au maximum, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut le faire et comment on peut l'optimiser. Il faut répondre dans la mesure du possible à plusieurs problématiques, réfléchir à la gestion après coup de cet aménagement, donc à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour les personnes devant gérer cet espace, afin d'éviter une gestion trop importante, trop épuisante et que cela devienne un espace contraint. Enfin, lorsqu'on fait un aménagement, il est préférable de favoriser les échanges avec les écologues, avec les services de gestion, avec les professionnels qui peut apporter un regard extérieur et surtout spécialisé sur une thématique afin d'apporter une petite pierre simplement à l'édifice. Donc, on parlait de réfléchir à la fonction d'un espace. Jusqu'ici, les espaces étaient principalement fonctionnels, enfin, dédiés à une fonction. Aujourd'hui, il faut réfléchir autrement et essayer de rendre ces espaces multifonctionnels.
Donc très concrètement, on va prendre l'exemple des moules, des bassins d'orage ou des jardins de pluie, en fonction des désimperméabilisations pour éviter des îlots de chaleur, une fonction d'accueil de la biodiversité, puisqu'on va favoriser la faune et la flore, mais aussi une fonction d'infiltration de l'eau de pluie pour limiter le ruissellement, pour limiter les pollutions. Pour favoriser la biodiversité, il existe plein d'autres solutions. On peut avoir l'installation de nichoirs, de terres d'insectes, de passes à faune, plus ou moins important. Ici, on voit un petit exemple, mais on peut aussi penser aux ponts qu'on peut observer parfois au-dessus des autoroutes. La plantation de haies diversifiées. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut créer des espaces hétérogènes qui peuvent répondre à plusieurs besoins, à plusieurs espèces, qui ne favorisent pas une seule espèce, mais plusieurs. Il faut recréer des abris, des gîtes, qui sont à distancer les individus, mais tout de même à garder reliés. Supprimer tout obstacle qui empêcherait l'évolution de ces espaces. Pour ce qui est des haies, des espaces verts, planter des espèces variées, diversifiées et surtout adaptées. On reviendra dessus un petit peu après. La végétation peut être intégrée dans les nouveaux aménagements, mais aussi dans l'existant. On peut prendre l'exemple des cours d'école de la ville de Lille, qui a décidé en fait simplement de végétaliser une partie de toutes les surfaces de ces cours d'école. Donc on voit un exemple en photo un peu plus tard, en dessous, pardon. La végétalisation des façades est également quelque chose qui a été énormément démocratisé dans cette ville, qui se démocratise de plus en plus dans plusieurs cas. Les toitures végétalisées et la désimperméabilisation en règle générale, au-delà de favoriser l'infiltration des eaux de pluie et de réduire l'impact de la ville sur les îlots de chaleur urbains, permet vraiment également de favoriser la biodiversité. C'est quelque chose à réaliser vraiment de manière importante. L'objectif de tout ça, c'est de limiter l'artificialisation des surfaces et favoriser des continuités écologiques tout simplement. Pour accueillir la biodiversité, on peut aussi se baser sur des solutions fondées sur la nature. Lorsqu'on réfléchit aux fonctions d'un espace, en fait, simplement de recréer des espaces, de s'inspirer simplement des espaces naturels pour répondre à une première fonction. Donc ici, ça va être le stockage des eaux pluviales. Ça va permettre, in fine, en fait, d'accueillir au mieux la biodiversité par les éléments fondamentaux. Comment choisir des végétaux adaptés? Pour choisir des végétaux adaptés au territoire, il faut choisir des végétaux indigènes. Les végétaux indigènes sont adaptés à l'écosystème local, ils sont viables et reproductibles et génétiquement plus résistants. C'est des végétaux qui non seulement vont être créés localement, mais c'est des végétaux qu'on pourrait retrouver dans la nature ici, et qui simplement résistent mieux aux ravageurs, aux maladies, aux aléas climatiques. Ça permet aussi de dynamiser l'économie locale et simplement de favoriser la biodiversité, ce qui est notre objectif de base. Pour répondre à cette problématique et savoir quoi choisir, vous pouvez déjà tout simplement vous renseigner sur les végétaux qui sont présents dans votre région. Vous pouvez, grâce aux parcs régionaux, notamment aux associations naturalistes, obtenir ces renseignements. Vous pouvez aussi vous baser sur des labels qui permettent de répondre à certaines questions. Le label Fleurs de France, notamment, regroupe les végétaux produits localement, de manière française. Par contre, attention, ce n'est pas forcément des végétaux indigènes. La certification nationale Plante Bleue est une certification qui permet de savoir qu'un végétaux a été produit de manière respectueuse de l'environnement. Encore une fois, cette certification ne vous garantit pas un végétal indigène ou produit local. Les labels Vrai Municipal et Végétal Local permettent d'avoir des végétaux qui sont produits localement, de manière respectueuse des milieux naturels et de l'environnement, et assez souvent des végétaux vraiment indigènes. Ça peut arriver que ces végétaux ne soient pas forcément retrouvables dans la nature.
La gestion des espaces verts, notamment, peut aussi avoir un impact sur la biodiversité. Les techniques utilisées, notamment, peuvent avoir un impact très négatif. Les produits phytosanitaires qui ont été interdits par la loi Labbé, notamment, avaient un impact assez négatif. Le désherbage thermique, longtemps trop soutenu, peut aussi léser la biodiversité. La fréquence d'intervention, le piétinement des espaces peut aussi contraindre la flore. Le tassement du sol avec des machines lourdes, avec un travail du sol co-récurrent, et une gestion surtout uniformisée de tous les espaces. On a vu avant que c'était important d'avoir des espaces hétérogènes. En ayant une gestion uniforme de tous ces espaces, on ne crée pas des milieux favorables à l'accueil de différentes espèces. Pourquoi le tassement du sol est important? Donc, notamment pour permettre à la flore de pousser correctement, une flore variée de pousser correctement. Vous avez tous noté qu'un sol trop tassé est très favorable aux plantes dites en rosette, donc les plantains, les pissenlits, les pâquerettes. Mais aussi parce que les abeilles sauvages nichent très régulièrement dans le sol. 70% en fait des espèces d'abeilles sauvages vivent dans le sol. En façon ce sol, on ne leur permet pas de survivre, tout simplement. Quelques exemples de gestion moins impactante pour l'environnement. La gestion en zéro phyto, c'est déjà un grand pas en avant pour la biodiversité. La fauche tardive, ça permet réellement de recréer un refuge, une source de nourriture pour beaucoup d'animaux, mais ça permet aussi aux végétaux de réaliser leur cycle biologique complet, donc de se ressemer, de se reproduire. Une réduction du travail du sol et une pause de paillage organique permet d'enrichir le sol, de favoriser la vie microbienne du sol, la microfaune, tout simplement. Les microbes, aussi les vers de terre, les abeilles, comme on a pu le voir juste avant. Une végétalisation des espaces initialement lors de travaux, de chantiers, c'est aussi quelque chose de très favorable à la biodiversité. Ça permet de recréer assez rapidement un espace très favorable. Surtout, ça permet d'empêcher les espèces exotiques envahissantes d'envahir les terrains, donnant lieu à un milieu très défavorable à la biodiversité. L'anticipation de la gestion des espaces, on en parlait avant, c'est aussi quelque chose qui permet de réduire son impact sur ces espaces et donc de favoriser la biodiversité. Enfin, la taille et l'élagage des arbres et des arbustes en respectant les périodes de nidification qui ont lieu globalement de mars à juillet, septembre, à juillet-août. Permettent aussi de respecter le cycle des oiseaux, notamment, et de favoriser la nidification, la reproduction et la croissance biologique intégrée. La gestion différenciée regroupe un petit peu toutes ces actions et permet donc de réellement favoriser la biodiversité sur ces espaces. Alors, pour suivre la biodiversité, il existe beaucoup de programmes de sciences participatives. Vous connaissez peut-être le programme Oiseaux des jardins. Il en existe beaucoup d'autres sur beaucoup de taxons, notamment les mollusques, la flore. C'est quelque chose qui peut être intéressant à réaliser vous-même, mais aussi avec les habitants du commune, car tout le monde peut participer, tout le monde peut réaliser quelle est la biodiversité présente dans sa commune, comment elle évolue, est-ce qu'elle s'améliore, est-ce qu'elle s'appauvrit. Ça permet aussi d'augmenter l'intérêt envers cette biodiversité, donc de favoriser son accueil, tout simplement en favorisant son acceptation. Donc on va voir maintenant quelques contre-exemples et points de vigilance à garder en tête lors de ces aménagements. Donc la prairie fleurie. La prairie fleurie, c'est quelque chose c'est un outil très pédagogique pour permettre une meilleure tolérance à la végétation spontanée. Seulement, elle va se limiter très régulièrement à l'utilisation d'espèces horticoles qui ne sont pas si favorables pour ça à la biodiversité au final. Ce sont des espèces qui vont favoriser notamment les pollinisateurs généralistes, voire être très pauvres en nectar, on verra dans un exemple juste après, ce qui ne va pas favoriser au final tant que ça la biodiversité. Donc la prairie fleurie, c'est surtout un très bel outil pédagogique, c'est un très bel outil esthétique aussi.
mais ça ne vaudra pas une prairie laissée en fauche tardive. Pour vous donner la comparaison, vous avez une photo d'un mélange fleuri semé en haut et une prairie laissée en fauche tardive en bas. On retrouve globalement les mêmes espèces, sauf que dans la fauche tardive, ce seront des espèces présentes naturellement dans le sol, qui seront des espèces qui n'auront pas une vocation esthétique et qui seront beaucoup plus favorables aux pollinisateurs notamment, mais aussi à toutes les espèces qui sont nourrices. Donc, prenons un petit exemple entre une espèce horticole et une espèce sauvage. On va prendre l'exemple du bleuet. Le bleuet horticole il est formé de trois couronnes. En fait, il a été modifié pour augmenter son attrait esthétique. On a une plante qui est très jolie, qui a beaucoup de pétales, sauf que il y a plusieurs inconvénients à ce bleuet, c'est que déjà il est très pauvre en nectar, parfois même les pièces nectarifères vont être complètement absentes. Le problème, c'est que les pollinisateurs voient toujours cette fleur et se dirigent toujours vers elle. Donc, ils vont essayer de la butiner, mais ils ne vont pas y arriver. Donc, ils vont s'épuiser, en fait, simplement à essayer de butiner ce bleuet sans avoir de résultat derrière. Ça peut être ça peut être vraiment un problème parce que ça les épuise. Un insecte consomme énormément d'énergie lorsqu'il va butiner. C'est vraiment une chose à ne pas favoriser. On voit quand même que le bleuet sauvage a une couleur relativement similaire, il est certes moins esthétique, mais il est beaucoup plus utile à la faune sauvage. Il est donc à privilégier si on veut privilégier la biodiversité. Quelques autres exemples. L'Onagre speciosa est une fleur originaire en Amérique du Nord. C'est une plante qui est beaucoup semée dans les jardins. Aujourd'hui, on constate que au-delà de s'épuiser à butiner, le morosphinx, qui est un insecte, un papillon de chez nous, meurt en essayant de polliniser cette plante, car son système vital n'est pas adapté à la fleur. Simplement, c'est pour illustrer un exemple, la flore indigène va être adaptée aux pollinisateurs indigènes. La flore exotique sera adaptée aux pollinisateurs qui seront exotiques. Donc c'est pour ça qu'il est important de favoriser une flore indigène. Le buglieia, c'est un autre exemple qui est encore très retrouvé dans les jardins. Alors c'est une espèce à tendance invasive très très forte. Au-delà de ça, ce n'est pas une plante haute, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce qui est beaucoup vendu en jardinerie en pépinière. Les papillons se retrouvent effectivement beaucoup sur cette plante par un nectar qui est très attirant. Cependant, même si on ignore encore exactement le mécanisme de cette plante, on ne sait pas exactement pourquoi les papillons se fatiguent autant dessus. Ce dont on est sûr en revanche, c'est qu'il existe très peu de chenilles et de larves d'insectes qui peuvent se nourrir des plantes de cette plante-là, des feuilles du buglieia. Le résultat, c'est que les papillons se retrouvent piégés en quelque sorte par le buglieia, restent dessus, campent dessus, et la chenille, en éclosion, n'a rien à manger. Donc vraiment, les espèces indigènes sont à privilégier. Je vous ai mis un petit exemple en dessous. C'est tout simplement le lierre, qui est très facile à tenir. On le trouve un petit peu partout, qui s'adapte beaucoup au climat et au sol. C'est une espèce qui fleurit très tard dans la saison et qui apporte donc du pollen vraiment pour les pollinisateurs qui seraient encore actifs en fin de saison. C'est donc une espèce qui est vraiment essentielle à la biodiversité. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment un exemple assez facile de mise en place, d'entretien, qui est relativement esthétique et qui en plus est très très utile. Alors un autre contre-exemple, c'est la mise en place de ruches. Il y a un énorme mouvement pour protéger les abeilles de la mise en place de ruches dans beaucoup de communes, d'écoles, de structures. Alors ça semble une très bonne idée au départ. Ce qui a été relevé par une étude, c'est que ces ruches qui ne servent qu'à accueillir Apis mellifera, donc l'abeille domestique, en fait, sont défavorables aux autres espèces. Donc, pourquoi? Parce que simplement, Apis mellifera, c'est une espèce généraliste. Je vous rappelle, une espèce qui s'adapte facilement au milieu. Elle va butiner énormément d'espèces de fleurs.
Il faut savoir qu'une espèce qui va être, une fleur qui va être dessinée par une espèce ne sera pas dessinée par une autre, elle sera vidée en fait, en quelque sorte. Donc tout simplement, en favorisant l'abeille domestique, on va aussi favoriser sa recherche dans la nature. On va également défavoriser la recherche de nourriture par les autres abeilles, les abeilles sauvages, typiquement l'abeille charpentière, le bourdon terrestre, qui entrent en compétition en fait simplement avec l'abeille domestique. Il faut plutôt privilégier les hôtels à insectes qui vont permettre d'accueillir une faune locale, une faune indigène, une faune variée surtout, plutôt que les ruches qui ne vont pouvoir qu'accueillir à piste mellifère. Donc l'objectif, c'est vraiment toujours avoir une grande biodiversité afin d'avoir non seulement un partage des ressources, mais aussi simplement de pouvoir polliniser un maximum de plantes. Apis mellifera va butiner beaucoup de plantes, mais pas toutes. Certaines vont se retrouver lésées, ne pourront pas se reproduire parce qu'elles ne seront pas butinées par Apis mellifera. Alors, quelque part, vis-à-vis de la biodiversité, qui dit plus de biodiversité, dit certaines craintes qui peuvent plus ou moins être fondées. On va essayer, là, avec cette diapo, de répondre à ces craintes. Une crainte qui revient régulièrement, c'est l'augmentation des risques allergiques. Donc, des arbres contre des espèces végétales, oui, mais non, le risque allergique risque d'être plus grand. Alors, c'est en fait, oui, le risque est plus grand. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a moins d'exposition aux allergènes dans la nature, et donc notre corps est de moins en moins adapté à rencontrer ces allergènes. Tout simplement, quelqu'un qui va vivre en ville depuis sa naissance, qui va se retrouver tout d'un coup à la campagne, aura plus de chances de développer des allergies face à des éléments qu'il n'aura jamais rencontrés. Son corps aura une réaction beaucoup plus facilement que quelqu'un qui aura toujours été confronté à ces éléments pouvant provoquer des réactions. Il faut aussi savoir que les végétaux produisent plus de pollen avec la pollution. C'est une forme de réponse à un stress, donc en fait simplement répondre à cette pollution en plantant du végétal permettrait de répondre aussi à ce stress du végétal et de réduire son impact. Suite deux exemples, l'apparition d'espèces dites nuisibles, on va prendre l'exemple de la chenille processionnaire dont on a beaucoup entendu parler dernièrement. On peut craindre quand, laissant la nature s'exprimer un peu plus librement, la comprenant moins, on passe à côté en fait de ces espèces qui nécessiteraient d'être contrôlées. Le chenille processionnaire, c'est tout d'abord un indicateur du changement climatique. Simplement, cette espèce est beaucoup plus présente aujourd'hui à cause du réchauffement climatique, mais surtout par la perte d'auxiliaires qui ne peuvent plus réguler la chenille. Typiquement, donc on connaît tous l'exemple de la mésange qui se nourrit de chenilles processionnaires du chêne. Il y a beaucoup d'autres oiseaux insectivores qui peuvent se nourrir de la chenille, seulement ceux-ci sont en déclin. Donc c'est une conséquence qui peut amener, c'est une cause qui peut amener à cette conséquence-là de l'augmentation de la population de la chenille. Donc ce n'est pas parce qu'il reste plus de biodiversité que les chenilles vont augmenter, au contraire, ça va être un cercle plutôt vertueux. Un autre exemple, c'est les moustiques. Donc, une crainte qui remonte très souvent suite à l'installation d'aménagements pour gérer les eaux pluviales, donc notamment les nids, les bassins d'orage qui regroupent des eaux plus ou moins stagnantes. On a beaucoup peur de la prolifération du moustique, c'est compréhensible. Alors pour répondre à ça, simplement une étude du grès a permis de montrer que les nids, les toitures végétalisées, les bassins d'orage, ce type d'aménagement ne sont pas plus favorables aux moustiques que d'autres aménagements si elles sont bien entretenues. En fait, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Déjà, ces aménagements ne sont pas faits pour avoir de l'eau stagnante pendant très longtemps. C'est vraiment fait pour revenir à un débordement ponctuel. Le but n'est pas d'avoir une eau stagnante pendant des jours et des jours qui favoriserait effectivement l'apparition de moustiques. Un deuxième aspect, c'est que si on réalise bien ces aménagements, on va amener un partage de biodiversité, déjà tout simplement, qui va prédater les moustiques. Un bassin d'orage bien réalisé, c'est aussi le retour des amphibiens, des libellules, des chauves-souris, par exemple,
qui peuvent se nourrir de larves, de adultes, d'insectes, et donc permettre de réguler sa population. Donc pour conclure, la perte de biodiversité est un problème réel qui force à agir. Aujourd'hui, il est important de prendre des mesures pour contrer cet effet. Des aménagements qui sont réfléchis, bien anticipés, avec une gestion respectueuse des habitats des espèces, sont tout à fait réalisables. Ils demandent un petit peu plus d'anticipation, de réflexion, parfois de moyens au départ, mais c'est des espaces qui, dans leur gestion, se retrouvent vraiment rentables par la suite. Et tout simplement, chacun à son échelle peut être acteur pour le développement et la préservation de la biodiversité. C'est quelque chose d'assez facile de mise en place. On peut réellement mettre des petits gestes en place, mettre en place des petits gestes. Les aménagements peuvent venir par la suite et ne sont pas si compliqués que ça à réaliser. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique ou une autre, n'hésitez pas à contacter le site le plus proche de là où vous vous trouvez. Vous avez ici les contacts, les numéros de téléphone et les adresses des différents sites. Et si vous voulez en savoir plus sur cette thématique particulière, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante ou au numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la Première en Test. Vous pouvez tout à fait contacter les sites et leur demander une redirection, aucun souci. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, je suis là pour y répondre. Je vous remercie de votre attention et de votre participation.